Bonsoir tout le monde, bonjour à tous et à toutes. C'est un grand honneur d'être ici parmi vous. On est dans la 7e série des dialogues francophones avec la présence de Rachel Buvet et Madame Lícia Soares. Donc, bonjour chers amis francophones et francophiles. Je m'appelle Lucila Moreira. Nous commençons aujourd'hui une autre émission de notre série Dialogue francophone. Nous avons prévu ces émissions comme une sorte de magazine, surtout une sorte de causerie sur la culture contemporaine qui forme, qui informe, sans perdre de vue la force politique que l'esthétique dégage. C'est une initiative de la FEBA avec le soutien de la Fédération des professeurs de français du Brésil, de l'AIEQ. Enfin, je me présente Lucila, je suis professeure de français et c'est ma passion. Être professeure de français, c'est ma passion. Je suis très contente d'être parmi vous et je passe la parole pour Lícia Soares. Bonjour tout le monde, je me présente aussi, je suis collègue de Lucila à l'UNEB. Je vais animer cette émission avec elle. Je fais mon doctorat en sémiologie à l'Université du Québec à Montréal et je travaille beaucoup avec la sémiologie, il est vrai. Bon, et je suis vice-présidente de l'AIEQ, Association internationale d'études québécoises pour les Amériques. Vous pouvez voir à côté de Rachel, c'est à côté de Rachel qu'on a les logos de l'Association des professeurs des Français de l'État de Bahia et les logos de l'Association des études, l'Association internationale des études québécoises. Bon, alors, et c'est un grand plaisir que nous recevons ce soir Rachel Buvet, qui, je viens ici, est professeur titulaire au département d'études littéraires de l'Université du Québec à Montréal. Rachel Buvet mène des recherches sur l'espace, le fantastique, l'exotisme, la géopoétique, le végétal et les théories de la lecture. Elle a publié 3 essais. Étrange récit, étrange lecture, essai sur les faits fantastiques aux presses de l'Université du Québec en 2007. Page de sable, essai sur l'imaginaire du désert à XYZ en 2006, vers une approche géopoétique, lecture de Kenneth White, V.C. Galland et l'Ecclésio aux presses de l'Université du Québec en 2015, et en collaboration entre le feuille, exploration de l'imaginaire botanique contemporain aux presses de l'Université du Québec en 2004, ainsi que 2 récits, Le vent des rives, Mémoire d'un crier 2014 et Tisser les voix, Mémoire d'un crier 2019. Elle a co-dirigé plusieurs ouvrages dont le dernier porte sur les études végétales, Mouvantes et émouvantes, les plantes à travers le récit, presse de l'Université de Montréal, 2024. Elle a cofondé La Traversée, atelier de géopoétique, et elle dirige actuellement le groupe de recherche interdisciplinaire sur le végétal et l'environnement. Le sigle c'est GRIVE, ainsi que le partenariat REV. Je crois que c'est ça, n'est-ce pas? Rêver, reconnecter avec le végétal et l'environnement. Je pense que rêver, reconnecter et V de végétal. Je pense que c'est ça. J'ai imaginé. Les recherches de Rachel Buvet sur la géopoétique sont très consistantes et tellement actuelles que j'ose dire qu'elle est une des
plus grandes penseuses du Québec contemporain. Alors, je ne sais pas si on dit penseuse ou penseur, parce que le français a toujours un problème avec le féminin, mais on penseuse. Sur ce plan, elle montre la qualité des rapports productifs variés entre les êtres vivants et le monde. Géo, voilà, géo fait référence, comme on voit dans tous les documents sur la géopolitique, référence à la Terre. Il ne s'agit ainsi de partager une nation, une ethnie, une langue, une religion, un parti politique. L'accent est mis vraiment sur l'appartenance commune à la Terre partagée par l'ensemble des êtres humains. Et poétique aussi, comme j'ai vu, qui vient de la conception d'Aristote, qui est perçue dans un sens large, qui évoque une dynamique de perception, de vivacité, de dynamique, qui active et réactive les signes de plusieurs styles susceptibles d'éveiller des rapports harmonieux entre les humains et la planète. Bon, c'est ça, comme on voit ça, la géopoétique. Et je vais demander maintenant, avant de commencer à vraiment travailler sur le travaux très précis de Rachel, je vais lui demander de nous expliquer un peu ce que c'est la géopoétique et je vais lui demander aussi de nous montrer comment fonctionne la traversée. Merci. Bonsoir Marcel. Je n'ai même pas dit bonsoir à Rachel, mais bonsoir Rachel. Bonsoir, bonsoir Licia et Lucilla, bonsoir à tout le monde. Et puis merci de m'avoir invité à votre émission. J'étais là déjà l'année dernière avec Jean Morisset et on avait parlé de géopoétique, donc je ne sais pas, je ne vais pas répéter la même chose. Et puis tu as déjà présenté Licia. C'est un autre public. Ouais. Alors, la géopoétique, ça fait maintenant 20 ans, je crois que j'en fais. Et puis, c'est un mouvement de recherche et de création, ou un champ de recherche et de création, qui cherche à développer le lien à la fois sensible, le rapport sensible et intelligent à la Terre. Donc, qui va convoquer différentes disciplines, pas uniquement la littérature, et puis réfléchir à la fois à notre rapport à la Terre et tenter de l'exprimer de différentes façons, avec les mots, avec les images, avec la musique, pourquoi pas. Donc c'est un champ transdisciplinaire. Et puis la traversée, c'est un atelier qui a été fondé en 2004 au Québec, après un colloque qui portait sur les modalités du parcours en littérature, sur les nomades, les voyageurs, les déambulateurs, les explorateurs aussi. Et puis, donc, il y a un groupe de personnes qui a décidé de fonder un atelier. On avait invité Kenneth White, qui, comme disait Licia tout à l'heure, a fondé la géopoétique. Et puis, depuis ce temps-là, on a, disons, développé chaque année de nouvelles activités. On fait beaucoup des ateliers en nature ou en ville, où on explore un lieu en fonction d'un thème en particulier, avec plusieurs interventions, différentes interventions suivant le thème. Et puis, par la suite, on publie des carnets. Donc, on a une collection de carnets de navigation. On est rendu au numéro 23. Alors, voilà, d'année en année, on continue d'explorer le Québec comme ça, avec différents aspects, différentes régions aussi. Donc voilà, est-ce que ça suffit comme ça, Alicia? Tu voulais autre chose? Oui. Oui. Déjà, je crois que Lucille a une question. Ouais. On ne t'entend pas, Lucilla? On ne m'entend pas? Non, c'est Lucilla. Oui, c'est moi. Bon, bonsoir. Rachel, justement, notre planète a basculé dans une nouvelle ère. Nous vivons une crise écologique et environnementale sans précédent dans l'histoire de la Terre. Le dérèglement climatique, les inondations, les incendies, entre autres mots,
montrent que les humains ont délibérément mis la Terre en danger. Une des attitudes de nuire à la vie a toujours été celle de négliger l'univers végétal et même de conquérir des territoires en imposant la pratique des monocultures. Du point de vue culturel, la géopoétique et l'écrocritique, vers la fin des années 80, ont imposé une perspective moins anthropocentrique dans les champs de recherche et de création, justement accordant une attention soutenue aux représentations de l'espace. Dans cette perspective, les végétaux sont-ils considérés comme des sujets différenciés et individualisés? Oui, absolument, absolument. Alors, différencier, parce que bien sûr, chaque espèce de végétal est différente d'une autre. Et puis, à l'intérieur d'une espèce, les différentes plantes ne se ressemblent pas toutes, hein. Il y a forcément des petites différences. Suivant la saison, suivant l'endroit où elle pousse, ça peut varier beaucoup. Et puis, la question de l'individu, ça c'est quand même assez particulier pour les plantes parce que c'est une notion qui est difficile à appliquer, étant donné qu'on ne sait jamais où finit la plante dans certains cas. Il y a des arbustes qui sont énormes, qui se multiplient par rhizome, par exemple, et puis chaque année, il y a des nouvelles pousses et c'est toujours le même individu. Et donc, c'est difficile de dire si c'est le même individu ou si ce sont plusieurs individus. Donc, je crois que du côté des plantes, on est toujours dans la collectivité. Et alors ça, c'est aussi un peu particulier. Puis, je peux vous lire un petit passage qui vient d'un livre de Patrick Blanc qui s'appelle Le bonheur d'être plante. Alors, c'est une plante qui parle au jeu et qui dit je pousse, donc je suis. Puis à la fin, elle dit au fait, je ne me suis pas présentée, je suis un sonérilla. Et, et le je cède souvent la place au nous, parce qu'elle dit dans cet environnement sombre et humide, chacune de nos feuilles devient presque un individu, puisque de nouvelles racines sur la tige l'irriguent. On ne sait plus vraiment où s'arrête notre individu. Voilà. Donc, comme les plantes sont toujours en train de pousser, de faire de nouvelles racines, donc c'est comme un nouvel individu, mais en même temps, c'est un nous collectif. Voilà. Parfait. Ben, merci beaucoup, Lucia. Ah oui. Et dans cet ouvrage, Entre les feuilles, je vais demander à Bruna de partager une seconde. Entre les feuilles, qui est un ouvrage très, très récent, c'est très intéressant parce que Rachel, vous identifiez 4 figures: l'herbier, le jardin, le champ, la forêt, qui illuminent chacune à leur façon différentes facettes du rapport au végétal. Pouvez-nous mieux le distinguer? Oui, alors, ce qu'on voit à l'écran, en fait, c'est l'autre livre qui est paru cette année, qui est un collectif qui s'appelle Mouvante et émouvante. Mais celui dont parle Licia, c'est Entre les feuilles, qui est écrit en collaboration. Donc avec Stéphanie Postumus, Jean-Pascal Bilodeau et Noémie Dubé. Donc on l'a écrit parfois à 4 mains, parfois 6 mains. Et puis on a toujours eu des échanges, donc c'est vraiment une écriture collective. Alors pour expliquer les figures, ça c'est ce qu'on voit là pour l'instant, c'est le site web de l'imaginaire botanique. Donc si jamais vous êtes intéressé par l'approche botanique du texte littéraire, vous trouverez beaucoup d'éléments sur le site. Alors, je vais rappeler peut-être, pour commencer, le début des recherches. On a commencé par constituer un corpus. On est allé chercher jusqu'à une 60aine de livres, alors surtout des romans, des récits, qui étaient écrits en français depuis les années 80. Alors ça, c'était notre point de départ.
Et on avait choisi les années 80 parce que c'est à partir de ce moment-là qu'il y a un intérêt, ou peut-être 90 plutôt, parce que finalement on en a très peu des années 80, un intérêt plus marqué envers le végétal dans la littérature. Et puis là, on a procédé un peu par intuition. On a décidé de regrouper les textes qui avaient des similarités. Et c'est la première figure qu'on a identifiée, c'est celle de l'herbier. Alors, l'herbier, pourquoi la figure de l'herbier? Parce qu'il y avait la dimension scientifique qui était quand même prédominante, la botanique qui était présente soit par le biais d'un personnage, un botaniste, soit par le biais des noms, les noms des plantes qui étaient donnés, avec parfois les noms latins, soit encore à cause de la taxonomie, donc des descriptions aussi des plantes qui étaient proposées. Alors, on a commencé avec ça, on a travaillé notamment sur un roman de Leclésio, La Quarantaine, où il y avait une figure de botaniste. On a travaillé avec le livre Botaniste également, un livre sur Humboldt, l'explorateur, l'encyclopédie des herbes de Denise Le Dantec, et puis Herbe et Golem de Manuela Drager, qui est un pseudonyme de Antoine Volodine, et puis aussi un roman, Le pays où les arbres n'ont pas d'ombre, de Katrina Calda. Donc ça, c'était pour la partie sur l'herbier. On a cherché à définir un herbier littéraire, d'expliquer ce qui le distingue de l'herbier scientifique. Et puis, bon, après, on a commencé à travailler sur une autre figure, qui était celle du jardin. Alors, le jardin qui est un objet d'étude déjà multidisciplinaire, puisque il intéresse autant la peinture que l'aménagement. Enfin bon, c'est très large. Et puis le jardin, il est présent dans toutes les cultures et souvent il est un des mythes d'origine aussi de plusieurs civilisations. Donc c'était intéressant et assez large aussi comme sujet. À chaque fois, on a essayé de donner une perspective assez large au début, à chaque chapitre, de penser la figure en soi avant de travailler sur les textes. Alors, c'était notamment ce qui le distinguait de l'herbier, c'était notamment le paramètre de la spatialité, puisque le jardin s'étend dans un espace clos généralement. C'est un peu sa définition au départ, alors que l'herbier n'est pas forcément spatialisé. Voilà. Donc ça, c'était la première différence. On a travaillé sur des questions justement de clôture ou d'ouverture. On l'a aussi considéré comme un espace de l'intimité. On a travaillé sur différents textes. Alors, je peux vous donner quelques noms d'auteurs comme ça pour vous donner un aperçu. Carole Martinez, Didier Decoing, Katrina Calda. On s'est beaucoup inspiré des travaux et du roman aussi de Gilles Clément sur le jardin. Également Dominique Fortier, Mona Thomas. Alors avec la troisième figure qui était celle du champ, là ça nous a amené à réfléchir à d'autres aspects du végétal et notamment au modèle de la plantation, à l'agriculture, aux nouvelles pratiques agricoles aussi qui se font depuis quelques décennies. Donc là c'était plutôt la dimension économique, la dimension politique aussi du rapport aux plantes qui était plus important. Alors, parmi les romans qu'on a étudiés, il y en a deux de Raphaël Confiant, un de Leclésio, Jean-Loup Trassard et Marie Nimier notamment. Et puis pour la forêt, alors la forêt est une figure un peu particulière puisque en fait elle recoupe d'une certaine façon les autres figures. On parle souvent d'une forêt jardin. On peut parler aussi d'une forêt herbier quand c'est la dimension scientifique qui prédomine. On a aussi parlé des champs d'arbres, donc dans les cas de monoculture dans le domaine de la foresterie. Et puis dernièrement, dans le dernier volet, c'était la forêt entremêlement, donc une conception de la forêt où
toutes les espèces se trouvent entremêlées, les arbres, les plantes, les mousses, les animaux et les humains aussi, avec l'image notamment de la mangrove chez Marie Scondé. On a aussi travaillé sur un roman d'Audrey Oulemi, et puis on a étudié des romans assez récents au Québec. En fait, plus on travaillait, plus il y avait des livres qui paraissaient et qui étaient intéressants pour notre corpus, donc on les ajoutait au fur et à mesure. Alors, on a étudié des romans de Christian Gay-Poliquin et Gabriel Filto-Shiba. Et puis, on a étudié chacune de ces figures en fonction de 6 paramètres qui nous ont aidés à les distinguer. Alors, je peux vous donner le nom, énumérer au moins ces paramètres qu'on a présentés en introduction. Alors, d'abord, le premier, c'était l'intention, la motivation ou le désir. Donc, pour chacune des figures, des termes qui suggèrent l'idée d'une direction, d'un horizon, d'un appel qui est propre à chacune des figures. Deuxièmement, il y a la posture, la philosophie, la manière d'être, un ensemble de codes et de valeurs qui découlent de l'intention. Troisièmement, la spatialité, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc les questions d'échelle, de limite, de lieu, d'espace, le degré d'anthropisation aussi, d'enchevêtrement ou de séparation, les caractéristiques des écosystèmes, la diversité des espèces végétales aussi. Alors après la spatialité, il y a la temporalité. On s'est intéressé au temps végétal, par exemple, au temps cyclique, linéaire, aux trames qui sont uniques ou démultipliées avec des temporalités imbriquées. Cinquièmement, il y avait les techniques ou les savoir-faire qui sont liés à telle ou telle pratique, donc la botanique, le jardinage, l'agriculture, etc. Et puis enfin, le dernier, la mobilité, qu'on a, disons, développé aussi dans un autre ouvrage, là, Mouvante et émouvante. Donc là, ça a fait l'objet d'un autre, disons, d'une autre réflexion, d'une autre étude. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très, très intéressant pour voir ces quatre figures. J'ai appris beaucoup en lisant ce livre. Alors, Lucila? Bon, Rachel, je voudrais savoir comment traduire l'altérité végétale à l'aide du langage humain. Oui, alors c'est très difficile, évidemment, parce que par définition, tout ce qui est autre échappe toujours en grande partie. Hein, donc déjà, c'est difficile. Et puis, moi, j'ai commencé à réfléchir à l'altérité en travaillant sur le désert. Donc déjà, l'altérité du désert, c'était aussi très difficile à traduire avec le langage humain, puisqu'on avait affaire à du minéral, on avait affaire à un espace assez radical, une altérité assez radicale. Et puis l'altérité végétale aussi, elle est assez radicale, puisque on n'a pas grand-chose en commun avec les plantes. Les plantes n'ont pas d'organes, les plantes ne respirent pas, les plantes ne bougent pas comme nous aussi, question de la mobilité. Oui, la mobilité, oui. Ouais. Et puis, à force de côtoyer les plantes, en fait, à force d'apprendre à les distinguer, grâce à des botanistes aussi qui nous ont beaucoup aidés à mieux connaître les plantes, donc on a essayé de se rapprocher de plus en plus des plantes et de franchir un seuil d'intimité, de devenir plus intime avec les plantes. Alors c'est un terme que je reprends à Jean-Pascal Bilodeau, qui était un des collaborateurs. Donc plutôt que d'envisager l'altérité versus l'identité, comme on le fait habituellement dans beaucoup de recherches, c'est identité et altérité, là on propose de voir plutôt l'altérité en fonction du degré d'intimité. Et ça veut dire que qu'on conçoit l'altérité comme un rapport à l'autre, comme une tension, et cette tension se résorbe en partie quand on franchit un certain seuil d'intimité. Donc plus on devient proche de la plante, autrement dit, plus l'altérité diminue.
C'est un peu comme ça que, euh, disons, en tout cas pour ma part, je conçois l'altérité. Et ça devient plus facile de traduire parce que là, c'est sûr il y a des limites à la traduction, bien entendu. On est toujours obligé d'utiliser des termes humains, hein, les plantes ne parlent pas. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est nommer déjà les plantes, les reconnaître, savoir les distinguer. C'est déjà un premier pas, puisqu'il y a beaucoup de gens qui voient des fleurs, des plantes, mais pour qui ce sont des êtres semblables ou à peu près, alors qu'il y a beaucoup de différences. Et puis, on peut aussi exprimer tout ce que cette relation avec le végétal peut donner, peut apporter comme sensation, comme impression. Et puis aussi imaginer, ça c'est la partie littéraire, imaginer peut-être comment voir la Terre à partir du point de vue d'une plante, comment vivent les plantes. Donc voilà, c'est un peu... Ah oui. Oui, c'est très intéressant parce qu'en lisant ton livre, il y a tellement eu des choses qui me sont venues dans la tête. D'abord, par rapport à la mobilité dont tu as déjà parlé. La mobilité, quand tu dis, bon, les animaux et les humains, ils bougent vers l'avant. Hein, ils courent comme ça. Les plantes ne font pas ça. Elles dépendent des insectes, du vent, même de l'humain. Et il semble qu'elles vont bouger vers l'intérieur des terres. Et c'est une autre mobilité. Mais oui, c'est ça. Il y a ça. Et parfois, oui, elles vivent. Il y a cette question de la mobilité. Je pensais aussi à l'enfance. Parce que parfois, elles se cachent. Elles se cachent, je ne sais pas. Elles se protègent aussi de l'humain. Parce que moi, j'ai déjà été victime. Parce qu'elles ne sont pas toujours bonnes. Hein? Elles ne sont pas toujours généreuse parce que j'ai déjà été victime des orties. Est-ce qu'on dit orties? Oui, des Oui, orties. oui, les orties. Parce que Oui. quand tu passes comme ça, tu ne les vois pas. Elles font comme ça, tac, comme un fouet. Et 2 mois avec les jambes. Tu sais, il y a un autre qui s'appelle... qui se cache dans les dunes parce qu'ici, les enfants au Brésil, ils jouent, comme les enfants au Québec jouent dans la neige, les enfants au Brésil jouent dans les dunes. Et dans les dunes, il y a des plantes, il y a des végétaux qui se cachent. Il y en a une qui s'appelle tête de prêtre. Je ne sais pas pourquoi. C'est plein de trucs comme ça. Là, tu mets les 2 pieds ensemble. Ah, là, tu es vraiment blessé pour 2-3 semaines. Mais j'ai pensé tout le temps, comment quelle est la mobilité de ces plantes-là? Moi, j'ai pensé toute ma vie, quand j'ai commencé à lire ton livre, j'ai dit, mon Dieu, voilà. Alors, sauf que, comment peuvent-elles s'exprimer? Elles vont s'exprimer, elles sont menacées aussi, parce qu'on est en train de marcher sur elles. Elles vont s'exprimer, mais c'est toujours avec le langage humain. N'est-ce pas? Ah oui. Oui, alors pour revenir à la question de la mobilité, c'est une question importante parce que depuis très très longtemps, pendant l'Antiquité, on considérait les plantes comme des êtres inférieurs parce qu'elles n'étaient pas capables de bouger comme le font les animaux, les êtres humains. Donc déjà, c'était un élément important. Elles ont toujours été dévalorisées à cause de ça. Et ça se retrouve un peu dans notre langage. Je ne sais pas si en brésilien ça se retrouve aussi, mais par exemple, on va dire de quelqu'un qui fait rien, qui reste allongé sur le canapé toute la journée, on dit qu'il végète. Donc comme si c'était un végétal. Ou encore quelqu'un qui se retrouve à l'hôpital et qui a perdu l'usage de son cerveau, de toutes ses facultés, on va dire que c'est un légume. Exactement. Donc, quand il perd les facultés de l'être humain, il devient légume. Alors, il y a déjà cette connotation, cette dévalorisation qui est présente depuis très très longtemps dans l'imaginaire.
Et puis cette idée que voilà, la plante ne bouge pas, elle est immobile puisqu'elle est enracinée, elle est ancrée dans la terre, donc elle ne bouge pas. Et en fait, c'est qu'on est aveugle. Souvent, la plupart du temps, on ne comprend pas leur façon de bouger. C'est encore une question d'altérité. Elles bougent autrement et puis de manière très subtile et on ne les voit pas forcément bouger. Alors c'est ça aussi qui fait que... et puis leur mobilité est vraiment très différente de celle de l'animal ou de l'être humain. Alors, il y a eu des expériences, évidemment, chez les scientifiques, notamment avec les sensitives, comme le mimosa, par exemple. Quand on touche la feuille, là, on voit les feuilles qui se rétractent. Donc là, il y a un mouvement qui est qu'on peut discerner à la vue directement, mais il y a aussi des mobilités plus cachées, comme tu disais, Alicia. Donc, par exemple, alors ce qu'on a fait, c'est on a organisé un colloque sur le sujet de la mobilité des plantes. C'était ce qu'on voyait tout à l'heure, la mouvante et émouvante. Alors, plusieurs personnes ont participé et puis ont abordé des manières différentes disons, de se déplacer ou de faire des mouvements. Alors, ça nous a permis de distinguer 4 modes opératoires de la mobilité pour les plantes. La première forme ou la première modalité, c'était la mobilité au niveau de la plante elle-même. Donc, les mouvements que font les feuilles, les racines. Donc, la plante, elle bouge tout le temps, en fait. Mais ça peut prendre une année pour que la feuille se déploie ou sous les feuilles différentes se déploient. Donc, nos yeux ne seront pas capables de voir le temps de cette manière-là. Deuxièmement, on voyait aussi la mobilité au niveau de la planète, donc les déplacements des plantes, comme tu disais tout à l'heure, Licia, avec les insectes, le vent, les mammifères, les êtres humains aussi qui déplacent constamment des plantes pour le commerce ou le jardinage ou autre. Ensuite, le troisième mode opératoire, ça c'était vraiment propre aux plantes. C'est un peu particulier, c'est l'attraction. Il y a des plantes qui vont mobiliser en fait les autres êtres autour, attirer par exemple des insectes et mobiliser aussi l'être humain. Hein. Les plantes se servent d'une certaine façon des êtres humains pour se répandre. Et puis la quatrième modalité, c'est un sens de la mobilité qu'on oublie souvent, c'est le changement d'aspect, puisque la plante, alors quand on regarde un bourgeon par exemple, il a une certaine forme. Ensuite, la fleur a une forme complètement différente. Plus tard, le fruit, lui aussi, aura une autre forme. Donc, à chaque étape de sa croissance, la plante va se transformer. Donc là aussi, on voit qu'il y a une mobilité, il y a un changement d'aspect. Donc, c'est un peu à l'aide de ces 4 modalités qu'on a essayé de mieux comprendre la mobilité des plantes. Oui. C'est drôle, Alicia. J'étais en train d'écouter Rachel et il y avait un film qui passait devant moi sous forme de poésie. Hein? Je transformais ces paroles sous forme de poésie avec les plantes. Donc, et je me rappelais en même temps de vos œuvres. Hein? C'est formidable. Enfin, ça nous invite à les lire. Hein? Bon, Rachel, la représentation d'une plante en personne sensible et intelligente ne produit-elle pas un sacrifice de l'anthropocentrisme, même si on vise à instruire, à émouvoir et à séduire des jeunes lecteurs? Oui, alors c'est vrai que en ce qui concerne la représentation, il y a une tradition d'anthropomorphisme, c'est vrai, d'anthropocentrisme, puisqu'on voit souvent les fleurs avec des yeux, une bouche, on voit l'arbre avec des bras, avec une bouche aussi, on les fait parler. Donc, ils ont des cheveux aussi parfois, et les arbres ont des cheveux. Donc, la tentation est grande de les considérer comme des êtres humains. Et d'ailleurs, on dit l'arbre, il a un tronc, comme l'homme a un tronc comme l'arbre aussi.
Bref, on a un arbre généalogique, etc. Donc, on a tendance à, comment dire, réduire l'altérité à des formes qui sont connues, des formes humaines. Alors, il y a aussi des formes d'anthropomorphisme qui sont plus subtiles, qui sont présentes dans des récits où là, les plantes sont dotées d'une certaine agentivité et ça dépasse un peu l'entendement, un peu des forces un peu magiques, ou en tout cas, on emploie le je ou le nous pour non pas juste faire parler la plante, mais faire voir le règne végétal autrement. Je pense par exemple à un texte de Domingo Cisneros qui fait parler des solidago, donc la Solidago canadensis, là, je ne sais pas s'il y en a au Brésil, on l'appelle aussi la verge d'or, des fleurs jaunes dorées là qui fleurissent au mois d'août à peu près. Et donc ça s'intitulait Nous Solidago, et c'était un nous qui revendiquait le statut de fleur sauvage. Donc on a dépassé cette fois disons la tentation très très simple là, qui réduit pour essayer de trouver aussi d'autres manières de présenter les plantes. Voilà. Parfait, ben, merci beaucoup, Licia. Merci. Nous allons parler un peu de certains récits qui sont entre les feuilles, mais avant, bon, je vais faire deux considérations qui sont très intéressantes, qui m'ont beaucoup impressionné. Et puis après, je vais poser une question de quelqu'un qui est ici entre nos lecteurs, non, nos auditeurs. Il y a quelqu'un qui pose une question. Mais je parle d'abord, je parle de ce que je m'avais impressionné. D'abord, c'est exactement ça, et c'est ce que les Indiens disent. Si sa terre s'écroule, si l'humanité s'écroule, la terre va rester, parce que les végétaux, les arbres ont un temps immense de vie. Il y a ici à côté de nous-mêmes, aussi au Campo Grande, le parc, il y a des arbres qui ont 500 siècles. Nous, on ne vit pas ça. Il y a des arbres qui ont 1000 ans, tout ça. Et les arbres ont la capacité de se nourrir eux-mêmes. Hein? Ils utilisent la lumière, etc. Ils se nourrissent. Ce qui est extraordinaire. Ce qu'on apprend quand on est enfant à l'école, et que maintenant on voit ça avec tout ce qui se passe maintenant avec le changement climatique et avec ces débats entre la vie des végétaux, des animaux et des humains, on va voir toutes ces caractéristiques des végétaux, ce qui est extraordinaire, qu'ils sont capables de se nourrir eux-mêmes. Et j'imaginais quand j'étais enfant, par exemple, que j'adorais voir une feuille, parce que quand j'ai appris que les feuilles, elles, toutes seules avec de l'eau et de la lumière, c'est un grain d'haricot. Alors, je mettais des haricots dans les plantes de tous les voisins, et je regardais, elle avait les voisins qui sortaient, tout fâchés, qui arrachaient tout. Alors là, j'allais dans une autre maison parce que j'adorais voir ça. Comment c'était possible? Mais là, maintenant, je vais poser la question de Karina Lopez. Parce qu'ici, nous avons plusieurs de nos Kelly Krause qui est là, Emily Moreira, Andressa Moreira, et Lirandina Gomes. Et Karina Lopes pose la question: comment la circulation des plantes dans la littérature contribue-t-elle à renforcer la sensibilité écologique des lecteurs, et quels aspects esthétiques ou symboliques considérez-vous? Oh là là, je ne vois plus parce qu'il y a un tas de... comme les plus marquants dans cette construction. Oh, vaste question. Alors d'abord, pour la circulation des plantes, c'est vrai qu'au début, c'était vraiment un thème qui nous a beaucoup intéressés, sur lequel on a beaucoup travaillé. Et puis,
pour essayer de mieux comprendre la circulation des plantes, à travers les récits, on a fait une cartographie. On a essayé de faire un site web, donc je pense qu'on va le montrer à un moment donné. Je ne sais pas si c'est le moment ou quoi. Donc, C'est comme si on montre ça peut être, c'est toi qui décides. ça peut être une façon de répondre à la question, Oui. éventuellement. Bon, Ouais. alors, je Ok. vais lui demander euh, Mais si à- c'est trop compliqué, on peut attendre à la fin, hein. bon, on peut attendre à la fin On peut parce que attendre. Ok. je vais lui demander déjà de préparer Mhm. le site web et on va à la fin faire ça. Parce que là, on aura fait le tour des romans, des ouvrages que nous avons Mhm. ici, par Ouais, exemple. ouais, ouais. Parce que tu parles de la canne à sucre, tu parles du café, tout ça, c'est très, Mhm. très, très important pour nous. Moi, par exemple, c'est dans l'émouvante, émouvante, où il y a un chapitre sur Humboldt. Mhm. Et je suis en train de travailler sur Humboldt maintenant en relation avec Haute Terre, qui est de Euclides da Cunha, qui travaille sur le seul biome endémique du Brésil, qui est la Caatinga. Et ce qui est très intéressant, tout le monde parle exactement, Humboldt a collecté des milliers de plantes, 6000 espèces, graines, feuilles, fleurs pressées et séchées entre des feuilles de papier. Il offre la première caractérisation du nouveau champ de recherche de la géographie végétale. Le poète Goethe, d'ailleurs, a remarqué que les connaissances végétales de Humboldt allaient au-delà des taxonomies des botaniques de l'époque, comme Linné, par exemple. Linné et Carl Linné. Mais Humboldt tenait compte des formes végétales réparties en groupes et masses vivantes. Aujourd'hui, nous voyons que les spécimens que Humboldt a collectés montrent toute la difficulté de transposer la vitalité des plantes en connaissances botaniques. Par exemple, si je vais parler des hautes terres, des récits brésiliens, Euclides da Cunha dialogue beaucoup avec Humboldt et Marcius Stender, un autre allemand qui travaillait avec. Parce qu'à l'époque, aucun Brésilien allait en Allemagne, en Amazonie, allait dans le Nord. Ils restaient tous les écrivains restaient sur la côte. Alors, c'était les ethnologues, les géographes, les botaniques allemands qui ont tout fait des classements en Amazonie, dans le Nord. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'à un moment donné, il parle, il fait le classement, mais quand Euclides da Cunha va voir, il voit que ça ne correspond pas tout à fait à la vie des plantes comme elles sont. Elle dit, la vie des plantes dans la Caatinga, la vie des végétaux participe de la vie de l'humain, de telle sorte que quand il y a eu ce qu'on appelle la guerre des Canudos, qu'aujourd'hui on ne dit plus la guerre, on dit le conflit parce que ça a été un génocide, il dit les Caatingas ne font pas que le cacher, elles le soutiennent. Ça veut dire ils vivent, les végétaux vivent avec les humains. Et c'est la même chose que Balzac dit par rapport, parce que Euclides da Cunha avait déjà lu Balzac, parce que Balzac avait déjà dit à propos des chouans, dans son texte de Sur la Vendée, l'arbre, les bocages, la forêt semblent donc des partenaires tout désignés de la guerre des Vendées et des chouans. La forêt contre les buissons, ils vivent ensemble. Alors donc, on peut dire qu'ils vivent à un moment donné, ils sont partenaires. Hein? Et c'est pas, ils sont partenaires, ils vivent ensemble, ils participent des mêmes événements. Est-ce que tu es d'accord ou est-ce que Oui, oui, oui. ou je rêve beaucoup? Non, mais d'ailleurs, les chouans, ça vient de chat-huant parce qu'ils imitaient le cri des chouettes qui étaient dans la forêt, justement. Donc, ils se cachaient dans la forêt. Oui, c'est ça. Mm. Se cacher dans la forêt. Et il y avait exactement, parce qu'à un moment donné, on peut même dire
que les végétaux et les humains, ils font ensemble des traditions ancestrales. C'est pas les traditions ancestrales, c'est pas entre humains et humains, mais humains et végétaux. Aussi, ils postulent une relationnalité, si on peut dire ainsi, très forte entre les êtres vivants, la terre et les végétaux. Et si, moi j'ai appris tout ça intelligent, ça veut dire, et j'ai réfléchi à tout ça intelligent, et maintenant, j'écris et je dis c'est long, Rachel Bouvet. Bon, alors, mais oui, c'est ça. Je suis très heureuse que tu sois d'accord avec ces réflexions et ça me donne du courage pour continuer. C'est Oui, vrai que dans plusieurs traditions ancestrales, comme tu dis, la relation avec les plantes, avec les végétaux était beaucoup plus forte. Donc, avant la fameuse séparation de l'humain et de la nature, Oui, oui, avant la domination de l'être humain sur la nature aussi, on a beaucoup d'exemples, beaucoup de traditions qui ont le montré. Et puis, il y a entre autres les traditions herboristes qui le montrent bien, tu sais, dans plusieurs cultures. Il y a toute une connaissance qui s'est perdue dans certains cas, puisque bah, si on y pense, les médicaments, ils ont été conçus à partir des plantes, à partir des découvertes des herboristes. Puis à un moment donné, bah, c'est le marché des médicaments qui s'est mis en place, et puis on a oublié que les plantes, en fait, étaient à la base de tout ça. Donc il y a comme un renouveau actuellement. On a un intérêt, un nouvel intérêt pour l'herboriste, pour les activités de cueillette aussi. Il y avait beaucoup plus de cueillette avant, des champignons, des baies, toutes sortes de fruits aussi qu'on trouvait. Alors, dans l'essai, on a évoqué plusieurs traditions, notamment chez le Clésio, là, qui est quand même un auteur qui fait appel à, disons, beaucoup de culte, qui met en scène beaucoup de cultures et qui est très intéressé par les cultures anciennes, ancestrales. Donc, par exemple, dans La Quarantaine, il y a un personnage de guérisseuse qui vient de l'Inde, qui a apporté avec elle ses savoirs et qui finalement, c'est elle qui réussira à guérir les personnes malades sur l'île, alors que le médecin qui est là est complètement, comment dire, je dirais pas incompétent, mais comme il n'a pas ses médicaments à côté de lui, il n'arrive pas du tout à travailler sur l'île, il n'arrive pas à soigner les gens. Alors, il y a aussi, toujours chez le Clésio, les jardins que faisaient les gens qui arrivaient au Vanuatu, dans les îles du Pacifique aussi, des jardins qui faisaient dans la forêt, donc un peu comme des forêts-jardins finalement. En ce moment, on y revient à ces modèles qui ne sont pas, comment dire, qui ne sont pas... j'ai oublié ce que je voulais dire. En tout cas, qui ne sont pas courants, c'est ça. Et donc, qui étaient liés aussi à ce rapport très étroit que les gens avaient avec les plantes, avec les légumes, avec les fruits, avec les plantes qui leur permettaient de se nourrir ou de se soigner. Euh, Dans Urania aussi, je pense qu'on va en parler tantôt. Et puis, il y a une auteure qu'on cite souvent dans notre essai, c'est Robin Wall Kimmerer, qui est une botaniste, chercheur en écologie et aussi qui a une culture Potawatomi, donc culture autochtone, donc qui se sert de toutes ses connaissances pour présenter, exprimer son rapport au végétal. Et puis, elle présente les plantes comme des êtres très très anciens. Bien avant l'être humain, il y avait des plantes. Et puis effectivement, si l'humanité disparaît, il y aura toujours des plantes. Et alors ce qu'elle dit, c'est qu'on doit considérer les plantes comme un peu comme des professeurs, comme des enseignantes. Elles ont beaucoup à nous apprendre et donc il faut les écouter, quoi.
Et puis, il y a aussi l'exemple des communautés ici au Québec qui s'installaient auprès des milieux humides, par exemple. Euh, on a fait des ateliers sur les milieux humides, et puis ce que disaient les gens, c'est que les milieux humides, pour eux, c'était une pharmacie, parce qu'ils trouvaient énormément de plantes qui pouvaient les aider comme ça quand ils avaient un problème. Donc, ils avaient la pharmacie juste à côté. Et puis, on sait que malheureusement, au Québec et ailleurs, on a remblayé les milieux humides, ils disparaissent peu à peu. Et on s'aperçoit que c'est une erreur monumentale et que finalement, les milieux humides, ils sont indispensables pour justement s'adapter au changement climatique, équilibrer un peu aussi les écosystèmes. Donc voilà, c'est ce genre de questions qui nous a intéressés aussi. Oui. Voilà. Il y a une question ici de Kelly Croze. Littérature et botanique, quelle intéressante connexion. La canne à sucre me fait penser à la rue Casse-Nègre des Aubelles, le premier roman de la Martinique que j'ai lu. Il y a tout un chapitre, je crois que Lucille va, c'est Lucille qui va parler de ce roman. Non. Avant de parler du roman de la canne à sucre, parce qu'on suit l'ordre du livre, Lucille va poser une question sur l'Urania de l'Ecclésio. Oui. Oui, oui. Mais Alice, je voudrais faire un petit commentaire en disant que on a programmé cette rencontre ensemble. Il y a une parole qui est tout à fait intéressante, qui dit « Les textes littéraires ont toujours montré que les végétaux ont une personnalité forte, ont une personnalité propre et vivante dans le domaine des médicaments. Pourquoi pas ?» Ah, oui, 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 c'est vrai. Donc, j'étais en train de voir ça. Bon, la question que je vais poser à Rachel, c'est pourriez-vous nous parler d'Orania, de l'Ecclésio, par rapport à l'exploitation des fraises et des enfants quant à la destruction des cultures locales par des compagnies multinationales? Oui, alors je peux peut-être rappeler un petit peu l'histoire d'Urania pour les personnes qui n'auraient pas lu le roman. Alors, c'est l'histoire d'un géographe qui arrive au Mexique, dans la vallée d'Orondino, et il vient pour étudier les sols. Et une fois sur place, il va faire une conférence qui s'intitule Le portrait de la Terre. Alors, il y a beaucoup de monde qui vient l'écouter. Et puis, il fait un portrait, il remonte à très très longtemps, donc aux éruptions volcaniques, l'histoire de la Terre, parce qu'il connaît bien la géologie, etc., etc. Il parle aussi de l'apparition des premiers habitants. Il va jusqu'à l'époque contemporaine. Et là, donc la situation est la suivante. Il y a des propriétaires terriens qui s'accaparent de plus en plus de terres. C'est la monoculture, c'est l'arrivée de l'agriculture industrielle. Et c'est notamment la culture de la fraise qui prédomine dans la région. Il y a aussi les avocats, mais c'est beaucoup la fraise. Et donc, les fraises sont ramassées par des enfants. Alors, je peux peut-être vous lire un petit passage, juste pour vous montrer comment ça se présente. Quand il fait son discours et qu'il arrive aux fraises, il fait la liste comme ça des fraisiers. J'ai dit lentement les noms des variétés de fraisiers, ceux pour la plantation, ceux pour les usines de congélation, ceux pour les fabricants de confitures. Fragaria, Vesca, Alpina, Alafio, Virginia, Grandiflora, ça continue comme ça, il y en a beaucoup. Est-ce que les habitants de la vallée sont sensibles à la beauté des noms? Ont-ils appelé ainsi leurs filles en mémoire de toutes celles qui se hâtent à l'aube pour remplir les cartons? Et un autre extrait, en un jour, après des milliers d'années, des guerres et des conquêtes, des meurtres et des famines, ils avaient semé une herbe nouvelle qui portait des fruits rouges et acides, venus de Chine et de France et d'Allemagne. Cette herbe qui mange les doigts des enfants et qui mange la terre sans laisser la place à rien d'autre. Donc il y a cette image qui revient très souvent dans le roman
des enfants qui ont les doigts complètement rongés, donc par cette acidité du fruit, des enfants qui sont blessés par la terre et qui sont exploités. Donc il insiste sur cette exploitation inhumaine des enfants. Et puis des fraises aussi qui sont là en monoculture voilà, pour enrichir les propriétaires terriens. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, on va parler de la canne à sucre. Et un roman et une thématique qui appartient bien au contexte du continent américain. Nous aussi, nous avons beaucoup de l'exploitation végétale humaine et la culture de la canne à sucre. Ça, c'est bien. C'est brésilien, c'est cubain, c'est de partout. OK? Qu'est-ce que c'est la maudission de la canne? Parce qu'à un moment donné, tu parles ici de la maudission, M-A-U-D-I-S-T-I-O-N, maudission de la canne. Et en plus, c'est dit à la page 169, ici, le destin de la canne à sucre apparaît fondamentalement lié à celui du peuple noir, c'est vrai, qui la cultive depuis tant de générations, au point qu'il semble se fusionner dans ses lignes. Et il semble qu'à un moment donné, la canne est dotée aussi des sentiments. Elle exprime, évidemment, qu'elle a parlé le langage humain, mais elle exprime aussi leurs sentiments, ses sentiments. La canne exprime ses sentiments, oui. Alors, donc là, on va voir, c'est clair. Alors, peut-être rappeler que la citation, elle vient d'un roman de Raphaël Confiant qui s'intitule Commandeur du sucre. Oui, c'est ça, Commandeur du sucre. Oui. Donc, c'est un roman qui décrit les plantations de canne à sucre, la récolte, les maladies aussi de la canne à sucre, etc., etc. Et qui met en parallèle l'exploitation de la canne à sucre et celle des hommes et des femmes qui ont été amenés en esclavage pour les cultiver. D'où l'expression qu'on a choisie, exploitation végétale humaine. On a mis un tiret entre les deux, parce que comme dans le cas des enfants et des fraisiers, la canne à sucre aussi, le destin de la canne à sucre est très lié aux esclaves qui ont été amenés depuis l'Afrique pour cultiver la canne à sucre. Donc c'est vraiment aussi montrer qu'il y a une exploitation du côté du végétal, mais aussi du côté de l'humain, et que les deux sont liés en fait. Et puis, même si la plante et l'homme qui travaille, la femme qui travaille dans le champ de canne à sucre connaissent un petit peu le même sort, ils sont exploités de la même façon, mais la perception de la canne est très négative pour les travailleurs, travailleuses, qui s'acharnent à la planter, qui se coupent les mains, qui sont blessés. Et pour eux, la canne, elle est maudite. Donc la maudition, c'est vraiment la canne maudite. La maudite canne qui nous fait travailler, qui nous fait suer, qui nous fatigue, qui nous fait souffrir du matin au soir. Alors, il y a évidemment cette vision-là de la canne à sucre chez certains personnages, puis il y a d'autres personnages qui vont avoir une autre vision de la canne à sucre. Donc, c'est aussi l'intérêt de romans, de ne pas avoir une seule vision, mais bien présenter plusieurs visions différentes. Et puis, l'écriture de Confiant fait en sorte d'unir l'homme et la plante, l'homme et la canne à sucre, et de donner effectivement une certaine agentivité à la canne, comme si elle était dotée de sentiments. Donc, il dit la canne aime respirer, alors qu'on sait qu'elle ne respire pas, mais voilà, il en fait aussi un personnage qui a... alors, j'ai un petit passage là que je peux vous lire, ça va vous donner un petit exemple. La canne aime respirer. Elle a aussi grand appétit de soleil. Ôter la feuille verte d'une tige de canne, même une seule, que dis-je, simplement la tordre ou la casser, reviendrait à amputer un homme de sa main ou de son bras. La croissance de la plante en est aussitôt gênée.
Donc là, effectivement, on voit que la plante est en position de sujet, elle a des sentiments puisqu'elle aime respirer, des désirs aussi, elle a appétit de soleil. Elle est comparée au corps humain, puisque c'est comme si on amputait un homme de sa main. À d'autres endroits, il dit les cannes ressemblaient à des êtres humains accroupis en septembre, agenouillés en novembre et debout en janvier, occupés à chuchoter dans le vent ou à se chamailler. Il m'arrivait de sursauter et de me retourner. J'étais sûre d'avoir entendu les cannes parler. Voilà. Donc c'est l'écriture aussi de Raphaël Confiant qui donne cet aspect un peu parfois surnaturel même à la canne à sucre. Alors j'en profite pour dire qu'on a à l'intérieur de l'essai, on a voulu donner une place aux plantes. Donc on a fait des fiches, on a intégré des parties, disons, qui sont vraiment des portraits de plantes. Alors il y en a un sur la canne à sucre, et puis il y a pas le fraisier, je pense, mais il y a l'orchidée, la pomme de terre, le café. Enfin bon, oui, Oui. voilà. Mm. Et justement, et dire quoi? Quoi dire sur le café, hein? Comment se manifeste la piste alchimique du café? Tu peux nous en parler un peu sur ça? Oui, oui, alors ça vient de l'analyse d'un roman d'Olivier Blaise qui s'appelle Le Maître de café. Et donc c'est ce roman qui nous a amené à plonger vraiment dans l'histoire du café. Et puis plus on en apprenait sur le café, et plus on trouvait des coïncidences entre l'histoire du café, puis l'histoire de l'alchimie, et aussi le roman. Donc voilà, on s'est aventuré sur la piste, on a décidé de suivre la piste alchimique comme une piste d'interprétation du roman de Blaise. Alors évidemment, on est retourné au début du café, donc la découverte du café en Éthiopie, son usage après chez les soufis, donc les mystiques musulmans qui prenaient du café et qui pouvaient rester éveillés de longues heures. La nuit, ils pouvaient rester prier, chanter. Donc, c'était formidable. Par la suite, le café s'est répandu dans toutes les capitales arabes. C'est devenu vraiment un rituel du café. Et à peu près dans les mêmes temps, il y a eu aussi le développement de l'alchimie. Donc, alchimie vient de l'arabe alchemia. Donc, les Arabes ont été très avancés à une certaine époque pour tout ce qui est des sciences. Et donc, on avait dans le roman un personnage qui cherchait à perfectionner l'art du café, qui est capable de faire des portraits, de faire des cafés personnalisés pour ses clients, parce qu'il connaît bien ses clients, puis voilà, il dose à sa façon. Il a une machine qui ressemble à un alambic pour préparer le café, la torréfaction, tout est vraiment bien pensé. Et puis on s'est dit, mais le café finalement, il ressemble dans ce roman à une pierre philosophale. Parce qu'il a comme des pouvoirs, c'est un roman aussi qui fait un peu, un peu de magie, on va dire, très subtil, mais quand même. Du réalisme magique par moment, très très finement. Et donc, il réussit à vivre plus longtemps grâce au café. C'est grâce à une tasse de café qu'il repousse les limites de la mort. Quand il part en voyage, il prend son cercueil avec lui, il dort dans son cercueil. Et puis, le café a aussi le pouvoir de ramener les souvenirs de la femme qu'il avait aimée, puisqu'ils se rendent en Amérique du Sud, justement, ou centrale, je ne sais plus exactement, pour retrouver ces moments qu'il avait passés. Puis aussi, c'est de là que viennent les grains de café qu'il préfère. Donc, sa réserve personnelle vient de là. Et alors, c'est un voyage qu'il fait avec toute sa famille. C'est une quête aussi. Et les liens entre l'alchimie, les principes de l'alchimie et comment dire, les détails du roman nous ont apparu assez intéressantes. Alors c'était voilà, assez amusant. C'était aussi très impressionnant de plonger dans l'histoire du café parce que finalement,
c'est aussi un peu l'histoire mondiale, l'histoire du café, puisque après l'alchimie, les cafés va arriver en Europe, va être une des substances exotiques à l'époque, hein, qui va avoir vraiment toute une... les gens vont être fascinés pour cette boisson. Et puis, ben, ça va donner lieu aussi aux établissements qu'on appelle des cafés maintenant, qui sont quand même des éléments très très importants, cruciaux de la culture en Occident. Et puis après, ben, il y a toute la partie, le moment où on va intégrer, on va apporter des pousses de café en Amérique, Amérique du Sud, Amérique centrale, pour les planter, pour les faire fructifier. Et c'est vrai que toute l'histoire aussi de l'esclavage est liée à ça, toute la commercialisation. Donc ça amène vraiment à repenser, disons, l'histoire mondiale à partir de la plante, ce qui est aussi une façon intéressante de réécrire l'histoire. Et puis on en est venu à la conclusion que le café qui au départ en fait produit un poison, c'est ce poison qu'on ingurgite quand on boit du café et qu'on devient dépendant au café. Et donc, peut-être que c'est une stratégie aussi du café ou du caféier que de nous rendre dépendants du café pour se répandre partout à travers le monde. Voilà. Donc, on s'est demandé si c'était pas une stratégie voilà, de la plante elle-même qui mobilise l'être humain à sa façon, quoi. Voilà. Et puis, on a bu beaucoup de café, évidemment. Ah oui, on voit beaucoup de C'est café. drôle, c'est drôle, Lise, c'est parce que pendant un moment, Rachel, elle a parlé d'alambic. Oui, Et l'alambic m'a fait allusion à la canne à sucre. Parce ouais, qu'ici, on a la cachaça, hein, ouais. d'ailleurs de très bonnes cachaça. Et en même temps, j'ai fait un peu une image métaphorique en imaginant un champ de canne à sucre, en dansant. Et à Ah, ce moment-là, oui, justement, avec le vent qui vient, tout le monde Mm. danse, enfin les végétaux dansent, les arbres dansent. Et ça m'a rappelé aussi une musique qui est interprétée par Caetano Veloso qui dit que les cocotiers balancent. Donc, Mhm. j'ai imaginé toutes ces scènes cocotier en train de balance. danser. Hein, voilà. Ah Donc, Oh oui. oui, Rachel nous fait aller au-delà de l'imagination avec Mais la au-delà c'est, danse des mais végétaux, c'est vrai des qu'au arbres, des Brésil, on ne peut pas s'empêcher de danser quand on est au Brésil, c'est ça aussi, ah, non. voilà. Et maintenant, ah oui, c'est vrai, c'est vraiment, c'est un champ très, très, très riche. Maintenant, par exemple, j'ai acquis ce livre-là, je n'ai pas encore lu, je ne l'ai pas encore lu, Le Forestier. Mm. Foresterie, mais comme ça, j'ai jeté un coup d'œil, il semble que c'est extraordinaire, très beau, très, très beau, Mhm. c'est la forêt. Mais ici au Brésil, par exemple, avant de passer au site, j'ai dit, il va falloir étudier le cycle du cacao. Le Mhm. cacao, Jorge Amado, il y a tellement de choses à faire. Parce que, je sais que c'est le cacao qui c'est endémique du Brésil, non? Je ne sais pas, il a été apporté, mais je ne sais plus. Mais il y Je a aussi pense le pas. cycle du caoutchouc. Le cacao, je crois que c'est endémique, mais le caoutchouc, non, il a été apporté du Ceylan, en Ah oui, Amazonie, oui. Il ouais. y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à voir là, beaucoup d'ouvrages. Mm. Un jour, on va faire un truc comme ça. Mais là, avant, bon, là, c'est l'heure du partage, non? Du partage du site. Je Mhm. vais aller demander à Bruna parce qu'elle ne nous entend pas. É, parce qu'on va voir. Voilà. Voilà, alors ça, c'est le site web de l'Imaginaire botanique, donc le groupe de recherche que j'ai animé avec Stéphanie Postumus pendant plusieurs années. Et donc Jean-Pascal et Noémie étaient nos assistants de recherche à l'époque. Maintenant,
Il y en a un qui est plus aux études, de Noémie toujours. Et puis, il y a des onglets. Alors, je ne sais pas si on peut cliquer sur celui de la cartographie. Euh, Voilà, cartographie. Alors, on a un premier essai de cartographie qu'on a fait avec le roman Raga de Leclésio, qui présentait, voilà, on a présentation de l'auteur, du roman, résumé du roman, et puis une carte, des cartes plutôt historiques, des cartes qui permettent aussi d'identifier les végétaux qui sont présents dans le roman. Donc, il y avait entre autres l'igname, le taro, ok. voilà. Puis comment les personnes partaient d'une île avec leur taro et igname et puis les replantaient dans l'île où ils arrivaient. Donc, il y avait tout un rituel. Bon, il y a quelque chose sur l'époque coloniale aussi. Mais ça, c'était notre premier essai qui était intéressant, mais qui ne nous satisfaisait pas complètement. Parce que là, c'était simplement à l'intérieur d'un seul roman. Donc, on a trouvé que c'était un peu limité. Et c'est pour ça qu'après, on a développé un site cartographique beaucoup plus complexe. Donc, c'est l'image qui est en dessous. Je ne sais pas si Bruna peut cliquer dessus ou euh, la- Donc là, on a Elle va identifié. cliquer dessous. Ok, on a identifié, je ne sais plus combien, peut-être une dizaine de romans et des plantes aussi. Et là, on a fait des fiches pour les plantes, les citations provenant des romans ou des récits. Et puis, donc, si elle peut cliquer, ça, c'est la présentation. Et voilà. Donc, ici à gauche, il y a des façons de faire des explorations de la carte. Donc, on a choisi de présenter une carte avec les biomes. Donc, parce que pour les plantes, c'est ça qui était quand même le plus intéressant. Les plantes s'installent non pas en fonction des pays. Les frontières entre les pays ne sont pas très importantes pour les plantes. Par contre, ce sont les biomes, donc le climat, la latitude, etc. Et puis, donc, alors, à gauche, sur la gauche, il y a des onglets qui permettent de faire des recherches. Euh, Peut-être que Bruna va les trouver. C'est les petits trucs rouges qu'on voit à gauche, là, les petites. Voilà. Ah, Donc, voilà. voilà. Ah, par exemple, le premier en haut, c'est plantes. En haut, nous, Plantes. Oui, c'est nous ça. clique. Voilà. OK. Voilà. Donc, ici, on a la liste des plantes qu'on a étudiées. Alors, si c'est possible de cliquer sur une plante, comme ça, on va voir comment ça se présente. Voilà. Alors, ça, c'est le caféier, justement. Alors, ce qu'on voit sur la carte, ce sont les mentions du caféier dans les romans qu'on a étudiés. Et quand on va sur la carte et qu'on clique sur un des points, une des icônes de café, voilà. Là, on a l'affiche pour le caféier, donc qui présente la plante, et puis qui, à la fin, nous dit dans quel roman on trouve le café, le caféier. Donc là, on a des citations, on a des présentations, des références aussi pour ceux qui voudraient aller plus loin, connaître justement l'histoire du café. Et il y a aussi, alors si on retourne à, oui, on peut regarder ici, ou bien, il y a Oui. plusieurs façons de naviguer, oui, on peut regarder les romans. Voilà, donc ça, c'est les romans sur lesquels on a travaillé. Donc là, voilà, Le Palais des Orties, par exemple, de Marie Nimier. Alors, c'est ça. Donc là, on présente le roman et puis toutes les citations. Alors ça, c'est pas forcément le café, hein, c'est une autre entrée
Et à partir du roman, on peut aller vers les plantes. À la fin, on va dire quelles sont les plantes présentes. Alors, c'est surtout les orties. Tu parlais des orties tout à l'heure, puisque ça s'appelle le palais des orties. Et à partir de là, on peut voir aussi comment les orties se présentent sur la carte. Donc, il y a vraiment une entrée par les romans, une entrée par la carte. Et ce qu'on voit à droite, le petit carré à droite, en bas, c'est une carte du roman. Donc, c'est Noémie qui a fait ces cartes-là. Donc, on a essayé de reproduire une carte mentale. Qu'est-ce qui nous apparaît important dans le roman sur le plan spatial? Comment se configure l'espace du roman? Et puis, où sont situées les plantes? Quel rôle? Pour comprendre aussi le rôle que jouent les plantes dans le récit. Donc, voilà, il y avait l'affiche du roman, l'affiche de la plante, la carte. Donc, ça donne aussi plusieurs façons de circuler à travers les plantes. Et pour répondre à la question de tout à l'heure, le troisième, c'était les fonctions. On a aussi les fonctions identifiées pour les plantes. Donc, par exemple, j'arrive pas à voir ce que c'est. Euh, alimentation, le rosier. Ah. C'est-à-dire que pour chacune des plantes, on a essayé de voir quelle fonction elle avait dans le récit. Est-ce que c'est une fonction alimentaire, thérapeutique, esthétique, etc., etc. Donc, c'était aussi une autre manière d'entrer dans les romans. Et puis, cette cartographie nous a amené évidemment à réfléchir à la circulation des plantes et à proposer aux internautes de circuler à travers les récits. Donc, parce que là, on peut passer d'un roman à un autre facilement à partir de la plante. Donc, je ne sais pas, la canne à sucre, si on choisit la canne à sucre, bah, on va trouver dans quel roman il est question de la canne à sucre. Et puis là, on peut avoir les extraits où il est question de la canne à sucre. Donc, c'est une façon de lire qui est un peu particulière, qui est vraiment axée sur la dimension botanique et qui nous donne une perception des ouvrages quand même un peu différente aussi de celle qu'on a l'habitude de faire. Elle est en train de chercher la canne à sucre. La canne à sucre. Voilà, c'est ça, oui. Alors ici, la canne à sucre, ouais. Donc ça, c'est la fiche. Et puis après, la description. Et puis pour trouver les romans qui parlent de canne à sucre, qui évoquent la canne à sucre, là, il faut cliquer sur la carte. Là où il y a des petits icônes de café, de canne à sucre, de fougères aussi, je crois, d'orchidées. Donc les romans dans lesquels la canne est présente. Donc on peut fermer la fenêtre sur la canne à sucre. Ouais. Et cliquer sur les petits icônes de canne à sucre là qui sont sur la carte. Voilà. Et... Non, sur la carte elle-même. Non, sur la carte. Et vamos cliquer. Ah, ok. Ah, là, ça a disparu. Mais quand on choisit canne à sucre et qu'on va cliquer sur la carte, là, ça nous sort les romans. Donc, faut aller sur canne à sucre. La plante canne à sucre. Bon. Ouais. Ok, pareil. Ok, là, maintenant, sur la carte, tu vois, il y a des icônes. Okay. Non, c'est pas celui-là. C'est sur les icônes. Non. Sur la carte. Aux icônes. Pareil. Il y en a une juste en haut du Brésil, là, on le voit. C'est pas le Brésil, mais c'est... No mapa.
C'est vrai que c'est petit. Hein, Il dit que ça marche pas. elle essaie de cliquer, mais ça n'ouvre pas. Oh, zut. Elle a vu Non. qu'il y a un au-dessus du Brésil. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Un peu au-dessus. Voilà, c'est ça. Au-dessus Voilà. là. C'est ça, exactement. Donc, c'est Elle là a- qu'on voit la canne à sucre. Et puis, normalement, il y a aussi les romans dans lesquels on trouve la canne à sucre. OK. Ouais. Bon. Donc, voilà, ça vous donne un petit peu un Oh, aperçu. Et puis après, Formidable. vous pouvez aller mais les gens découvrir. peuvent aller chercher les Voilà, après c'est ça. et Ouais, chercher avec plus de temps, avec plus de patience. c'est ça. Ouais. Alors, c'est assez facile d'utilisation, je pense. Ouais. Bah, très bien. Oh là là, Alicia, qu'est-ce que c'est intéressant, hein? C'est C'est un formidable, travail très riche. splendide, intéressant. Oui, oui. C'est intéressant pour des étudiants de français et aussi des portugais qui travaillent en littérature et géographie. C'est extraordinaire. C'est intéressant parce que de la même façon que Caetano Veloso a interprété dans Mon île une chanson d'Henri Salvador sur un texte de Maurice Pon, hein, Rachel Bouvet a sa cartographie par rapport aux plantes, hein, aux arbres, aux végétaux, d'une façon très riche avec la littérature. Hein. Ouais. Donc, ça nous permettra justement d'apprendre un peu plus sur ce sujet, d'aller au-delà de ce qu'on connaissait avant. Voilà. Et Merci on beaucoup. va le diffuser parce que c'est vraiment révélateur. J'ai appris beaucoup de choses dont je ne soupçonnais pas. Voilà, Alicia, on est bientôt, on est très proche de la fin. Oui, Hein? C'est dommage. c'est dommage, oui. On voudrait rester un peu plus, mais il faut arrêter parce qu'on a des contraintes horaires. Mhm. Et pour Rachel, c'est quoi? C'est 6h20. 6h20. Oui, c'est ça. Ouais. Mais il fait nuit déjà. Mm. Il fait nuit, ah oui. Mm. Ici aussi, il fait nuit, mais ici, il est 8h. Oui, c'est ça. Ici, à 4h, 4h30, il fait nuit. 4h, 4h30, il fait nuit. Ouais. Okay. Rachel, je ne sais pas comment te remercier. C'était Ben, quelque chose d'extraordinaire, de magnifique. On va beaucoup diffuser cette émission parce qu'elle sera très utile pour nos étudiants. Parce que là, on est sur la chaîne de l'Association des professeurs de français mhm. de l'État de Bahia. On va aussi Et diffuser du sur la Brésil aussi. Hein? fédération. Hein? Et du Brésil aussi. Et du Brésil aussi, de la Fédération du Brésil. On va les diffuser, essayer de les diffuser dans la délégation du Québec, qui peut diffuser dans plusieurs endroits. Et aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, c'est ça. Et là, il y a qui, évidemment, qui diffuse dans le monde entier. Non, mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion de parler de ces livres qui nous ont beaucoup occupés ces dernières années. Et puis, ça a été vraiment une très belle recherche. On a beaucoup appris, Ah, nous aussi. Moi, j'ai beaucoup appris sur les plantes dernièrement. J'y connaissais pas grand-chose avant. Donc, c'est Kelly, j'ai vraiment vraiment aimé cette live. formidable. Merci, Kelly. Oh oui, mais j'imagine que j'ai commencé à lire, à voir, je dis, mon Dieu, quel travail elle a eu. Évidemment qu'il y a une équipe aussi, tu as une belle Oui, équipe, oui, bah oui, toute une équipe. Ouais. mais Ouais. Mm. c'est un travail. C'est du boulot, vraiment. Mais oui, oui. Et puis, j'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion d'aller en parler au Brésil. Oui, Hein, ça, pourquoi pas? Mm. ça Oui. ne sera pas difficile et probablement qu'on va faire un travail similaire à celui de Humboldt. Mhm. On va Peut-être commencer. pas similaire. J'ai déjà amené Bertrand et Vincent Lavoie dans la Caatinga. Mhm.
Je ne sais pas si tu veux. C'est pas tout le monde qui peut. C'est pas tout le monde qui peut endurer ça, hein, parce que c'est sec, c'est chaud. Mais probablement tu vas trouver ça intéressant. Oui, Et mais on va moi, j'aime les déserts, tu sais. Alors, le désert. hein, ça devrait aller. Allez, ça devrait aller. On va y aller Mhm. tous ensemble. On va faire une expédition pour partir. Parce que là, l'Université de l'État de Bahia fait un travail très extraordinaire. Et avec les parcs de l'État de, non, un parc de l'État de Canudos. Mhm. Alors, il y a même maintenant une maison pour accueillir les chercheurs qui veulent voir la Mhm. flore et tous les tranchées de guerre et tout, 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 tout. On Mhm. pourra tout voir ça. On va faire une excursion, une expédition. Merci, merci, Ouais. merci, Rachel. Et à très, très bientôt. Oui, Merci Alicia, merci Rachel, merci à la Fédération des professeurs, à la Fédération brésilienne des professeurs de français, à la FEBA, l'Association des professeurs de français, à l'ONEB, à l'AIEQ, à nos élèves et à ceux qui sont restés jusqu'à présent. Hein. Et merci énormément, énormément merci Bruna Bruna, merci beaucoup. pour être là avec nous et de nous aider à réaliser hein, cette live. D'accord? Merci beaucoup et j'espère que nos élèves pourront s'amuser dans le domaine de recherche sur les livres de Rachel Bouvet, hein, sur les essais de Rachel Bouvet. N'est-ce pas, Alicia? Ah Merci oui, beaucoup. ils ont là les. Comme c'est enregistré au YouTube, ils vont avoir les liens. Exact. Exact. Bon, merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à Bonne toutes. soirée à tous. Merci, Rachel. bonne soirée. Bonne Au soirée. revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.